Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième du jeudi 16-10 au restaurant La Citadelle et merci à lui de nous accueillir. Dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations, on va tenter de répondre à cette question ce soir. Les discriminations sont-elles une fatalité ? Pour co-animer avec moi ce soir, j'ai Daouya à mes côtés. Bonsoir Daouya. Bonsoir. Malgré les dispositifs mis en place par la politique de la ville, les discriminations qui visent les habitants des quartiers perdurent. Ces derniers se retrouvent exclus et voient leurs chances de promotion sociale diminuer. Essayons donc ce soir de comprendre cette distinction qui est faite à l'égard des habitants des quartiers. Qui sont nos intervenants de ce soir, Daouya ? Alors, pour répondre à notre problématique, nous avons sollicité Marisa Leipuyati, qui est représentante des défenseurs du droit, André Gachet, qui est élu du 1er arrondissement et ancien membre de l'ALPI, et enfin Patrick Canin, membre du bureau national de la LDH du Rhône. Bonsoir à tous les quatre et merci pour votre participation. Patrick Canin, je vous sollicite pour une première question. Oui. Est-ce que vous pourriez nous définir juridiquement ce que c'est qu'une discrimination ? Alors d'abord, je voudrais dire qu'il y a un principe qui est fondamental, qui est le principe d'égalité. Principe d'égalité qui est reconnu donc par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, également par des instruments juridiques internationaux et européens, par exemple le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ce principe d'égalité de droit est un principe fondamental. Alors, à partir de cela, le législateur a bien sûr, au fur et à mesure des années, instauré tout un corpus juridique important de lutte contre les discriminations. Alors, la discrimination, c'est quoi ? C'est de traiter de manière défavorable une personne par rapport à une autre qui est dans une situation comparable en se fondant sur l'un des critères discriminatoires qui est donc critères qui sont indiqués dans les textes. Il y a 25 critères, hein, certains disent 24, mais ça dépend de la manière dont on compte, il y en a 24 ou 25 en tout cas, donc un nombre important de critères, et par exemple, il y aura une discrimination si on refuse, par exemple, donc un logement à une personne en se fondant sur son origine. Parce que là, voilà, il s'agit d'une atteinte grave à ce principe d'égalité. Et donc, c'est l'objet de sanctions pénales. Et dans le monde du travail, il y a d'autres sanctions, par exemple l'annulation d'un licenciement qui serait fondé sur le sexe, la prétendue race, sur l'orientation sexuelle, etc. Merci pour cette réponse. Marisa Leipuyati, pour rebondir sur ce que vient de dire Patrick Canin, de quelle façon vous combattez les discriminations dans votre structure et dans quelle mesure ces discriminations contribuent à une exclusion sociale ? Alors, la structure dont on parle, c'est le défenseur des droits, qui n'est pas le seul d'ailleurs à agir dans la lutte contre les discriminations. Moi, je dis fréquemment que le défenseur des droits est une institution dont une des missions principales est de lutter contre les discriminations. Il y a d'autres partenaires qui sont associés, le monde associatif, de nombreuses associations, dont la Ligue des droits de l'homme, qui fait un travail tout à fait important, des avocats. Enfin, il y a tout un réseau d'associations et de militants divers qui travaillent sur ces questions. Donc le défenseur des droits, effectivement, sa mission, une des 5 missions que lui a donné le législateur est de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité. Pour cela, le défenseur des droits a un certain nombre de pouvoirs. Un des premiers pouvoirs très importants pour lutter contre les discriminations, c'est qu'il a le droit de chercher à savoir. Le défenseur des droits, il peut faire des enquêtes, il peut demander à toute personne de lui donner des pièces pour comprendre de quoi il en retourne dans ce dossier. Donc il a ce pouvoir d'enquête, ce pouvoir qui est de demander des éléments qui lui permettent de savoir, puisque la principale difficulté dans une discrimination, c'est de réunir des éléments pour savoir si réellement il y a eu en droit une discrimination, c'est-à-dire, comme le disait monsieur précédemment, si sur
des critères prohibés par la loi. Alors vous disiez 24-25, moi le dernier chiffre que j'ai entendu c'est 27, donc vous voyez ça bouge tout le temps. Donc il y a 27 critères pour lesquels on n'a pas le droit de faire une différence de traitement. C'est-à-dire tout le monde peut choisir et recruter la personne de son choix, sauf qu'il est interdit, par exemple, en termes de recrutement, de dire « toi, je ne veux pas de toi parce que tu es handicapé, parce que tu as un problème de santé, parce que tu es une femme, parce que tu es enceinte, parce que tu es d'origine maghrébine, parce que tu es noire, parce que tu es de nationalité étrangère. » Voilà, ça c'est totalement interdit. C'est des critères illégitimes et des critères illicites. Et tout le travail du défenseur des droits, ça sera de vérifier si la personne qui a voulu recruter l'a fait pour de bonnes raisons ou des raisons illégales et illégitimes. Je termine juste, je sais que je suis un peu longue, en vous disant que parmi les outils dont dispose le défenseur des droits, il y a aussi un réseau de 500 délégués. D'ailleurs, il y en a une qui est présente ici. J'espère tout à l'heure elle pourra s'exprimer. C'est une déléguée qui intervient sur Vaux-en-Velin et Bron. Et donc, les délégués, ils assurent sur tout le territoire des permanences gratuites, j'insiste, où chaque personne peut venir exposer sa situation et les délégués aident ces personnes à constituer leur dossier pour le défenseur des droits. Merci. Alors, André Gachet, donc Patrick Canon mentionnait tout à l'heure les discriminations liées au logement. Vous qui avez joué un rôle important dans le monde associatif lié au logement, de quelle façon est-ce que vous luttiez contre les discriminations ? Vous avez compris avec les deux interventions précédentes que tout d'abord il y a un socle en droit. Les choses sont cadrées par les textes et c'est important, ça va depuis la Constitution, l'article 11, jusqu'à ce qui vient d'être exposé ici, qu'on retrouve à partir de la loi de 89-2002 où on définit ce qu'est la discrimination. Mais il y a un autre texte que je voudrais mettre en avant parce que c'est celui que nous utilisons tous les jours ou que nous devrions utiliser tous les jours. C'est celui qui précise qu'il y a dans notre pays une égale dignité de tout le monde, une égale dignité. Et alors, tout ça est dans la loi aussi. C'est la loi de lutte contre les exclusions. Les exclusions, elles ont été... on estime qu'il y a beaucoup de domaines où il peut y avoir exclusion, donc aussi discrimination. Le logement, la culture, la santé, la formation, l'éducation, l'accès à l'emploi, etc. Et dans la loi de 98, non seulement on a défini l'exclusion, mais on a surtout dit qu'on avait des responsabilités pour lutter contre l'exclusion. Nous avons à la fois des associations qui agissent, un défenseur des droits qui a une fonction forte pour mettre à jour tout ce qui ne va pas, mais dans la loi de 98, il y a un article qui est rentré maintenant dans le Code de l'action sociale et des familles. Il est très facile à retenir, c'est l'article 115. Vous savez, le 115, c'est le numéro de téléphone qu'on fait pour l'urgence. Alors l'article 115 du Code de l'action sociale et des familles, il nous dit quoi ? Il nous dit que pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre l'exclusion, il y a une responsabilité qui retombe sur tout le monde. Et alors cet article 115 nous explique qu'il y a bien sûr l'État, les services de l'État, les services des collectivités, et puis ça descend, jusqu'au citoyen. Le citoyen est aussi comptable de lutter contre les discriminations. Oui, c'est important. Oui. Donc du coup, le rôle des associations, c'est ça, c'est de se saisir systématiquement de ces questions, et sous l'angle de l'égale dignité, pas seulement l'égalité, mais l'égale dignité de tous. Parce que souvent, la discrimination, c'est une atteinte non seulement à l'égalité, vous l'avez rappelé, mais aussi à la dignité des personnes. Oui. Donc c'est un double travail, et du citoyen, et des associations. Absolument, c'est très important. Ouais. Merci. Patrick Canon, est-ce qu'on peut dire que vous menez un travail de coopération, comme viennent de l'évoquer André Gachet et Marisa Leipuati ? Alors effectivement, le combat contre les discriminations est un combat qui doit être multiple. Il y a le défenseur des droits qui a un rôle remarquable. Donc ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une autorité administrative indépendante. Et je dois dire que, par exemple, pendant l'état d'urgence, M. Jacques Toubon a eu un rôle remarquable pour la défense des droits, mais de manière générale, je dirais, pas que contre les discriminations, alors qu'on se rendait compte que même au sein des juridictions, l'état de droit n'était plus vraiment respecté. Donc il ne faut pas hésiter à saisir les délégués du défenseur des droits quand il y a des discriminations. Il y a aussi le rôle des associations.
comme la Ligue des droits de l'homme, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Et là, ce rôle est quand même important, parce que nous sommes au contact de beaucoup de gens, on a quand même des sections dans diverses localités, et on peut à ce moment-là avoir des rapports avec les personnes. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir des signalements de discrimination. Et nous mettons à ce moment-là ces personnes-là en rapport avec les autorités donc, qui sont chargées de lutter contre ces discriminations. Donc c'est un accompagnement. Voilà, il faut effectivement qu'il y ait une coopération entre tous les organes qui existent et non pas rester chacun dans son coin, parce que ça ne sert à rien. Hein, et donc, il ne faut pas hésiter à agir en ce domaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est un accompagnement de proximité de la part de chaque structure ? Oui, c'est ça. Mais comme disait aussi monsieur, c'est chaque citoyen qui doit réagir lorsqu'il est au courant d'une discrimination. Hein, et après, bon, il y a des instances qui sont là pour lutter. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à porter plainte aussi. Alors, c'est difficile, hein, il faut reconnaître. Hein. Et puis, si vous voulez, il y a le problème que les personnes qui sont discriminées ne ressentent pas toujours de cette façon, ou n'osent pas aller vers les institutions qui sont chargées de réprimer. Est-ce que c'est des institutions qui effraient un peu, peut-être ? Dans certains domaines, oui. Oui. Et puis aussi, il y a l'accueil, par exemple, Alors ça a été relevé à plusieurs reprises. Si vous voulez, moi j'ai fait partie, quand j'étais président de la section de Valence de la Ligue des droits de l'homme, j'ai fait partie du pôle antidiscrimination que le procureur de la République avait créé et dans lequel il y avait des associations. Or, qu'est-ce que l'on a constaté ? C'est qu'il y avait peu de cas qui remontaient au procureur de la République. Pourquoi ? Parce que des personnes qui allaient dans les commissariats ou autres, parfois étaient mal reçues, ou alors on rédigeait pas des procès-verbaux, mais des mains courantes, qui n'ont pas les mêmes conséquences. Et c'est le plus terrible au final, mais c'est ce qui fait partie de notre question en fait. Les discriminations sont-elles une fatalité et on en Ah non, c'est pas une fatalité, hein, non. je pense, mais oui. C'est une fatalité dans le sens où on ne le sait pas toujours et on n'a pas toujours le réseau. Mais on y reviendra dans un second temps. André Gachet, donc, on parlait de mixité sociale comme une solution pour résoudre cette discrimination. Et en ce sens, les lois Duflot de 2013 sur la mixité sociale ont révélé les réticences de certaines communes à accueillir des logements HLM. Du coup, est-ce que la mixité sociale, ça fonctionne ? Alors, le premier problème de la mixité sociale, c'est d'abord de savoir ce que c'est. Qui est capable de nous dire ce qu'est la mixité sociale ? La semaine dernière, j'ai eu la chance de travailler dans une formation avec des agents des collectivités à qui j'ai posé la question, puisque mon thème, c'était la mixité dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté. On a tourné autour du pot. Hein. La mixité, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'équilibre des revenus, l'équilibre des couleurs, l'équilibre des genres En fait, si on raisonne par l'autre bout, qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce qui fait qu'un quartier fonctionne bien ? C'est d'abord un quartier dans lequel on est bien. On est d'accord. Alors, quelles sont les conditions pour être bien dans le quartier ? Bon, évidemment, je n'ai pas envie d'avoir un voisin qui fait la bringue toute la nuit si moi je me lève tôt. C'est vrai. Mais la mixité, je ne vois pas bien ce qu'elle fait à faire là-dedans. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans mon quartier, pour que je vive bien, il me faut une série d'équipements qui sont accessibles. Il me faut un entretien de mon logement. C'est bien aussi qu'il y ait un entretien du parti commune. C'est bien aussi que je puisse me promener en sécurité. Donc la mixité est un ingrédient dont on ne connaît pas le contenu, mais dont on vise quand même à avoir le résultat qui est bien vivre ensemble dans les quartiers. Voilà. Alors, le problème de cette absence de définition de la mixité, c'est que du coup, ça peut être un facteur de discrimination. Si on estime que la mixité, c'est d'éviter d'avoir trop de personnes qui se ressemblent, d'une manière ou d'une autre, par l'argent, par l'origine, par tout ce qu'on voudra, dans un même secteur, si on estime que ça, c'est pas la mixité et que donc il faut le combattre, le résultat peut être d'être un petit peu discriminatoire. Hein. Comme le disait, j'ai lu ça dans une thèse, la mixité n'a jamais donné de logement à personne, mais on n'est pas certain qu'elle n'ait pas parfois empêché les gens d'en avoir un. Voilà. À quel moment est-ce que cet aspect-là apparaît ? Vous savez, dans le logement social, la discrimination
réelle, visible, apparente, mais Madame en parlera encore mieux que moi, elle n'est pas visible, elle n'est pas courante, ça arrive. On a eu quoi ces dernières années? Une condamnation de Logirep, une condamnation à Saint-Étienne. Bon, pourquoi? Chaque fois, parce qu'on avait du fichage ethnique. Oui. Plus, évidemment, ça aboutissait à dire à un tel, je ne vous donnerai pas le logement parce que, mais je vous le dis pas, mais en tout cas c'est parce que vous êtes noir. Mais c'est le fichage qui a été pris en compte. Or, le fichage, pourquoi il a été fait? Pour créer des équilibres, pour faire de la mixité. Vous voyez que ça peut être une notion extrêmement dangereuse. Le problème, c'est que la mixité est utilisée une dizaine de fois dans les textes législatifs. Et quand on a 10 fois un texte dont on ne sait pas ce qu'il recouvre dans les textes législatifs, Ça peut être ça un double pose un tranchant, problème. oui. 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 C'est le président Emmanuel Macron qui souhaiterait faciliter l'accès à l'emploi des personnes des quartiers défavorisés en créant ce qu'il appelle des emplois francs. Patrick Canin, la discrimination positive, est-ce que ça peut vraiment marcher? Alors, c'est ce qu'a dit le président de la République, mais bon, après, il faudra voir l'application réelle. Si vous voulez, la discrimination positive qui existe dans certains pays n'a pas montré toujours une efficacité. Par exemple aux États-Unis où certains en sont un peu revenus. Donc moi je ne peux pas faire un bilan parce que je n'ai pas les éléments, je ne peux pas vraiment en parler. Alors il est vrai que la discrimination positive, elle n'est pas dans la tradition républicaine, mais par contre il y a quand même des exceptions. Par exemple, pour les handicapés, il y a des obligations pour les employeurs d'embaucher donc un certain quota, un pourcentage de salariés handicapés sous peine d'avoir des sanctions pécuniaires. Donc voilà, mais peut-être que vous souhaitiez réagir, voilà, Madame, pour Marie-Zélie apporter peut-être plus d'éléments sur cela. D'abord, je voudrais contester le terme de discrimination positive. C'est un terme qui n'a aucune réalité. En tout cas en droit français. Par contre, nous pouvons parler d'action positive, c'est-à-dire que les textes européens et les textes français permettent tout à fait d'agir pour l'égalité réelle. C'est-à-dire qu'en France, on invoque souvent l'égalité, mais c'est souvent une conception très formelle de l'égalité, une conception abstraite de l'égalité. Or, dès 1960, la Cour de justice européenne avait dit l'application d'une règle uniforme à des situations différentes peut violer le principe d'égalité et être discriminatoire. Coluche, il l'a dit un peu plus tard, plus simplement, mais de manière tout aussi claire, quand il a dit « Les hommes naissent libres et égaux, mais certains sont drôlement plus égaux que d'autres ». Donc, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que l'Europe, d'une certaine manière, a amené la France à mettre en place des actions positives. Monsieur le disait, tout à fait, un pays qui permet qu'il ait une obligation d'un minimum de 6% d'emplois réservés à des personnes en situation de handicap, c'est de l'action positive. On peut en France, à compétence égale, recruter une femme plutôt qu'un homme. Je dis bien compétence égale, c'est de l'action positive et ça n'a qu'une vocation, c'est de rattraper une inégalité constante qui touche l'emploi des femmes. Sur l'âge, on peut recruter, il y a des mesures spécifiques qui permettent de recruter des seniors et on peut recruter des jeunes sur certains postes. Ça, c'est l'action positive qui n'a pas comme vocation à faire du favoritisme, qui est juste une manière de rétablir l'égalité et de passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Et vous parliez des quartiers, les mesures certes très insuffisantes en direction des zones franches, des zones urbaines sensibles, des ZEP, c'est de l'action positive. Vous parlez d'inégalités et c'est aussi donc les femmes qui sont touchées par ces inégalités dans les quartiers puisqu'elles combinent plusieurs difficultés à l'accès à l'emploi. On parle d'intersectionnalité, n'est-ce pas Daouya ? Oui, en effet. Donc l'intersectionnalité, c'est le fait d'être victime de plusieurs critères discriminants. Du coup, quelles sont les spécificités des discriminations rencontrées par les femmes donc, dans la sphère professionnelle ?
Je voudrais vous renvoyer un appel à témoignage que le défenseur des droits a lancé il y a très peu de temps, il y a moins de 2 ans. On a lancé un appel à témoignage, il y a 13 000 personnes qui ont répondu. Et on a retenu 758 témoignages, principalement de jeunes de 18 à 35 ans. Et ces jeunes disant, enfin, l'appel à témoignage, ça concernait les discriminations liées à l'origine et dans l'emploi. Vous imaginez bien que les personnes qui ont répondu être discriminées à l'origine à l'emploi, c'était de manière tout à fait significative des personnes habitant les quartiers populaires. Il y a 57% de femmes qui ont répondu et 43% d'hommes. Je précise aussi que le niveau de qualification de ces personnes était élevé. 30% bac plus 5, 30% bac plus 3, les 30% qui restaient bac ou approchant le bac. Je précise aussi que 80% étaient des Français. Et parmi ces 80%, 30% étaient des binationaux. Et donc, qu'est-ce que nous disent d'abord ces chiffres? Ils nous disent d'abord, et là aussi, vous l'avez précisé, 60% de ces personnes ont déclaré avoir été souvent et très souvent discriminés. Et encore plus discriminés lorsqu'ils étaient de confession musulmane. Les motifs cumulés concernant les femmes, l'origine pour 54% d'entre elles, le nom, le prénom pour 49% d'entre elles, la couleur de peau pour 33% d'entre elles, la religion pour 21% d'entre elles, le lieu de résidence pour 13%, la façon de parler pour 10%, la tenue vestimentaire pour 8%. Voilà ce qui a été retenu pour les femmes, dont je termine en disant, et là aussi c'est un constat que vous avez tous fait, seulement 8% de ces personnes ont fait, je ne dis pas déposer plainte, ont engagé un recours. Un des problèmes aussi qu'on rencontre dans les quartiers, c'est le contrôle aux faciès. Et donc c'est au mois de novembre 2016 que la plus haute juridiction française a condamné l'État pour faute lourde sur la base des contrôles d'identité discriminatoires. Patrick Canin, comment est-ce qu'on explique en 2018 la persistance des contrôles d'identité dans les quartiers ? Alors, des sociologues ont très bien expliqué la situation. Hein. Si la police multiplie les contrôles dans les quartiers, alors qu'ils connaissent manifestement les personnes qu'ils contrôlent, hein, les contrôles se multiplient et donc ils savent très bien à qui ils s'adressent, c'est en réalité pour d'autres raisons qu'un contrôle d'identité. Et effectivement, comme vous le disiez, la Cour de cassation, la plus haute juridiction, a condamné... Alors, il y avait eu 13 recours. Hein, les 13 n'ont pas été tous acceptés, mais je ne sais plus. Hein, il y en a à peu près 5, où il y a eu la condamnation quand même de l'État français pour faute lourde. Et l'importance de ces arrêts porte aussi sur le fait que la Cour de cassation dit que s'agissant de la preuve, il suffit que la personne qui se prétend discriminée apporte des éléments de fait, et ensuite il appartient à l'administration de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. Il y a en quelque sorte un renversement de la charge de la preuve, ce qui est important, parce que ce n'est pas évident pour la personne victime d'un contrôle facial de démontrer la réalité. Alors, donc ça c'est quand même quelque chose de remarquable. Alors, il faut bien souligner que là, l'État français qui est chargé de faire respecter la loi auprès de ces policiers, qui sont quand même des agents de l'autorité publique, eh bien, l'État, dans cette histoire, a, après condamnation par la juridiction de première instance, condamnation de l'État, a fait appel et ensuite a fait un pourvoi en cassation. Il aurait appartenu, à mon sens, à l'État, au ministère de l'Intérieur de l'époque, de constater que oui, il y avait eu contrôle aux faciès et de ne pas aller vers un appel plus un pourvoi en cassation. Alors heureusement, par le pourvoi, on a des décisions qui sont remarquables, mais je dois dire que l'État français ne montre pas toujours l'exemple s'agissant de la répression de ceux qui font des contrôles aux faciès. Alors il faudrait peut-être un jour arrêter ces histoires de contrôle. Alors tout à l'heure, vous parliez du président de la République, mais lui, lors de sa campagne électorale, il a dit qu'il faut arrêter les contrôles, il y en a trop en France, etc. La France adore les contrôles d'identité. Elle adore, la France également, les caméras de surveillance, etc. Pourquoi une adoration? Mais il faut bien un jour arrêter. On ne peut pas continuer comme cela.
voyez, ça crée des tensions. Si les forces de police, après, se retrouvent avec, dans les sondages, des opinions très défavorables, il faut aussi voir d'où tout cela peut provenir. En plus, il a été démontré, et le défenseur des droits a rendu des études ou rapports à ce sujet, montrant l'inefficacité des contrôles aux faciès. Alors là, il y a une étude récente à ce sujet, madame en parlera probablement, mais donc c'est constaté même par le défenseur des droits. Mais ça, écoutez, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Il y a des rapports par les plus hautes autorités, il y a les associations qui également émettent des opinions, des communiqués, enfin tout ce qu'on veut. On a l'impression qu'on ne prend en compte rien. Vous voyez, rien ne change. Comment le changer donc ? Alors voilà, là il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu ce qu'on a appelé le récépissé. Hein. Alors on nous dit, non, ça va créer de la paperasse et puis c'est pas forcément efficace, etc. Il y a des expériences étrangères quand même où le récépissé est mis en œuvre et on a constaté que le nombre de discriminations lors de ces contrôles évidemment diminue. Et l'accent est alors mis sur de véritables opérations de contrôle de personnes qui sont susceptibles probablement de poser problème, mais sans qu'il y ait une généralisation de critères. Vous voyez ? Bon, mais les lois ne vont pas en ce sens, puisque la loi qui a remplacé l'état d'urgence permet des contrôles d'identité aussi, des mesures restrictives de liberté. Donc ça aussi, j'ai l'impression qu'en France, on aime ça. Marisa, souhaitait réagir à votre intervention. Je souhaitais compléter en disant d'une part que concernant les dossiers dont nous venons de parler, ils ont bénéficié d'observations du défenseur des droits. C'est important de le dire. C'est-à-dire que parmi les pouvoirs du défenseur des droits, il y a celui que lorsque vous engagez une procédure en justice, si le défenseur des droits décide de vous accompagner, il peut présenter ces observations devant toute juridiction. Et la juridiction est obligée de les prendre en compte. Donc dans ce dossier, c'est bien les observations du défenseur des droits qui ont permis que condamnation soit faite. Et j'ajoute aussi que parmi les missions du défenseur des droits, en plus de la lutte contre les discriminations, on a aussi une mission qui s'appelle déontologie des services de sécurité, ce qui veut dire en mots simples que notre travail, c'est de veiller à ce que la police, la gendarmerie, tout service de sécurité se comporte bien avec les citoyens. Donc si un citoyen se retrouve dans une situation où la police, la gendarmerie ou toute personne qui a une mission de sécurité se comporte mal avec cette personne, elle peut aller rencontrer un délégué du défenseur des droits. Nous avons même sur ce territoire des délégués spécialisés pour accompagner les personnes qui auraient été l'objet de mauvais comportements de la part de la police ou de la gendarmerie. Donc là aussi, il faut rappeler aux personnes qu'on peut saisir le défenseur des droits sur ces questions. Je voudrais juste ajouter qu'il est très important de saisir les délégués du défenseur des droits. Nous, donc à la Ligue des droits de l'homme, ce que nous avons fait, par exemple, l'année où il y a eu beaucoup de manifestations contre la loi travail, il y a eu énormément de violences policières. Donc ce que l'on disait aux victimes des violences policières que nous recevions, c'était d'une part de porter plainte alors auprès de l'IGPN ou de l'IGGN, suivant le cas, mais ensuite on voit que tout n'aboutit pas, mais surtout aussi aux défenseurs des droits. Parce qu'il a pu recueillir comme ça un nombre très important de cas de violences policières, et ça a été retranscrit dans des rapports qui sont sur Internet. Et on voit donc dans quel état se trouve l'état de droit en France. Mais les formes de discrimination sont donc bien plus variées et fréquentes que ce qu'on peut l'imaginer, et c'est moins d'une personne sur 10 qui décide d'avoir recours à la justice. Et du coup, répondons à notre question de base. André Gachet, je vous sollicite. Les discriminations, est-ce que c'est une fatalité ou pas ? Non, ce n'est pas une fatalité. Certainement pas. D'abord parce que, nous l'avons dit depuis le début, nous vivons dans un pays qui a un cadre qui combat les discriminations. Donc on a déjà une base qui est solide. Il n'y a pas de discussion. Une discrimination est condamnable, point final. Donc ça, c'est d'abord quelque chose qui est important. Après, c'est la manifestation des discriminations qui est complexe. On a vu, quand on regarde les différentes études, les travaux qui ont été faits par le défenseur des droits, les testings qui ont été faits ici ou là, on voit bien que dans le domaine du logement, si on arrive à déterminer quelquefois dans
le rapport avec les bailleurs privés, les régies, des dérapages. Il y en a très peu qu'on arrive véritablement à qualifier parce que tout ça est quand même un peu Dilué. Un peu dilué, un peu insidieux. Et puis derrière, il y a aussi l'autre question qui a été soulevée plusieurs fois. C'est quelle est la réaction des personnes qui sont concernées? À quel moment on va dire bon, j'y vais cette fois, ça suffit, stop, je vais y aller. Est-ce que j'ai suffisamment d'éléments? Par qui je vais être reçu? Enfin, il y a quand même toutes ces questions-là. Dans le logement social, c'est différent, nous l'avons vu. Il n'y a plus de vraie discrimination en dehors de ces quelques cas, mais qui se font avoir tout de suite, j'ai envie de dire, parce que le contrôle est suffisamment grand. Et aujourd'hui, l'approche partenariale de l'accès au logement, qui implique des collectivités locales, des travailleurs sociaux, etc., bon, fait que on peut avancer un peu. Mais comme nous sommes dans une situation de pénurie, aujourd'hui, le problème de l'accès au logement, c'est d'abord qu'il n'y en a pas assez. Donc, ça crée des formes qu'on pourrait dire de concurrence. Je mets des guillemets autour. Oui. Mais dans ces formes de concurrence, il peut apparaître des résultats discriminatoires. On le voit quand on regarde les résultats des études. On voit bien que certains ménages sont plutôt orientés vers un type d'habitat et d'autres vers un autre. On a évoqué tout à l'heure la mixité comme aussi présentant un danger. Donc on est plus dans quelque chose d'insidieux. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est de renforcer la prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Le travail de formation et d'information est extrêmement important. Je sais que ça a l'air d'être une tarte à la crème, mais si on n'insiste pas en permanence pour expliquer les choses, pour mettre le doigt sur les trucs qui déconnent, eh ben, on va les banaliser. Donc ça, c'est la première chose. Formation, information. La deuxième chose, c'est de renforcer aussi, alors là, je parle dans mon domaine, le domaine du logement, tous les dispositifs qui vont permettre d'assurer l'égalité et, lorsque c'est nécessaire, l'équité, dans le sens où on l'a dit tout à l'heure. Vous connaissez tous ces dessins où il y en a un qui peut regarder au-dessus de la barrière, l'autre il est trop petit, il faut mettre un tabouret pour qu'il monte dessus. Voilà, ça s'appelle l'équité, pour avoir l'égalité. Et il est vrai que dans le domaine du logement, notamment, où les besoins sont si importants, et les difficultés si grandes à cause de la pénurie, à cause du manque de logement, c'est vrai qu'il faut s'assurer que les plus vulnérables, ceux qui ont le moins de bagages, pour y aller, ceux qui ont un CV de locataire qui est un peu trop réduit ou qui traînent trop de difficultés, il faut qu'ils aient les mêmes chances que les autres. Donc ça veut dire qu'il faut, là, mettre sur pied peut-être des règles. On a déjà la règle du droit au logement opposable, qui fait qu'aujourd'hui, si ça traîne un peu trop, si vous avez tout raté, vous pouvez faire un recours. C'est important. Souvent, il y a des gens qui disent « oui, mais ce ne sera rien ». Si. Les chiffres sont là pour montrer qu'à partir du moment où on a donné la possibilité de faire un recours parce que ça traînait trop, parce que tout avait raté, oui, si, ça apporte des résultats. Dans la prochaine loi qui vient, je ne voudrais pas être trop technique, mais dans la prochaine loi qui vient, on va voir arriver quelque chose qui s'appelle la cotation de la demande. Vous savez, c'est comme quand on va chercher un crédit, on vous met des points. Oui. Et puis plus vous avez de points, plus, etc. Bon. Là, c'est un peu la même chose sur le logement. Il ne faut pas en avoir peur. Ça peut être un moyen intéressant de faire remonter les difficultés, c'est-à-dire de montrer les inégalités dans la chance d'accéder à un droit. Donc, vous en entendrez parler dans les mois qui viennent, puisque la loi va commencer à être discutée au mois de mai, à la fin du mois de mai. Donc, n'ayez pas peur de ces termes, au contraire, allez les chercher, allez voir un petit peu ce que ça veut dire, et essayez de les imaginer comme des outils, comme ces petites échelles, justement, pour pouvoir regarder de l'autre côté de la barrière quand on est un petit peu plus petit que les autres ou qu'on a plus de difficultés que les autres. Donc on va vers du mieux au final. Je crois qu'on va toujours vers du mieux à condition que ce mieux soit accompagné. Parce qu'on peut prendre les plus beaux textes du monde, si on ne les utilise pas, ça ne sert à rien. Donc de toute façon, je reviens au propos du début, article 115. Nous sommes tous responsables en tant que citoyens, en tant que professionnels, en tant que collectivité, en tant que service public, etc. Nous sommes tous responsables de la lutte contre les discriminations. C'est ça qui fait marcher les lois, ce n'est pas les lois toutes seules. Le temps de traitement, comme on l'évoquait juste avant, est quand même un peu long, souvent, dans les demandes des personnes discriminées. Comment on dépasse ce sentiment de découragement? Patrick Canin, je m'adresse à vous. Alors, c'est vrai que c'est difficile pour les personnes discriminées de faire valoir leurs droits. Ça, c'est incontestable. On l'a vu à propos des statistiques tout à l'heure. Alors, ce qu'il faudrait, donc, c'est effectivement la question de la formation des acteurs, comme il vient d'être dit, mais aussi peut-être l'information des publics concernés.
Hein, donc, alors, justement, cette émission de ce soir participe de cela. Il peut y avoir aussi des brochures qui seraient distribuées. Je pense qu'il y a tout un aspect d'information aussi qu'il convient de mener. Voilà. La brochure qu'on a exactement, celle-ci, ou d'autres, hein, mais enfin que le public concerné puisse être vraiment informé. Hein, parce qu'on constate souvent ce problème de savoir à qui s'adresser. Voilà, il y a cet aspect-là. Donc, Marisa Lay-Puati, ça vaut le coup de défendre ses droits? Le droit, c'est un combat, et je dis même le droit, c'est un sport de combat. Alors, je voudrais quand même revenir un tout petit peu pour bien clarifier les choses. Hein, j'ai trouvé très important qu'on évoque à l'instant la lutte contre l'exclusion, la lutte contre l'exclusion par le logement, c'est des questions très importantes. Toutefois, la lutte contre les discriminations ne peut pas totalement se confondre avec la lutte contre les exclusions, parce que la lutte contre les discriminations, ça veut dire de manière concrète, et on l'a vu lorsqu'on a mené ce testing à Villeurbanne, qui a été mené par la ville de Villeurbanne et le défenseur des droits. On a vu qu'avec des situations rigoureusement identiques, c'est-à-dire les mêmes garanties, les mêmes ressources, la même situation, deux personnes n'étaient pas traitées de la même manière, selon qu'elles avaient un nom d'origine maghrébine ou selon qu'elles étaient françaises. Donc là, on n'est plus sur les questions d'exclusion, c'est-à-dire qu'on est sur des questions où, avec des conditions rigoureusement identiques, je dis bien, il y a des citoyens en France qui, à cause de leur couleur de peau, à cause de leur origine, se font refuser un logement, se font refuser un emploi, se font refuser une formation. Et là, un prêt bancaire, notamment dans ce... Se font refuser, on vient de faire une étude il n'y a pas longtemps, des prêts bancaires. Donc on est vraiment dans un déni de citoyenneté, de citoyens qui, dans des conditions parfaitement identiques, se voient pénalisés et bafoués dans leurs droits fondamentaux. Ce qui, dans certains cas, effectivement, rejoint la problématique de la lutte contre l'exclusion. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un nouveau critère qui vient d'être créé et qui s'appelle le critère fondé sur la vulnérabilité économique des personnes. Donc, la prise en compte de la vulnérabilité économique des personnes doit être prise en compte. Mais la discrimination, c'est vraiment une injustice sur l'injustice qui est déjà celle qui est l'injustice sociale des citoyens. Mais effectivement, moi je considère qu'il ne faut pas croire que le droit, ça nous sera donné comme ça. Le droit, c'est un combat. Je vous renvoie par exemple à une affaire qu'on a beaucoup médiatisée ces derniers temps, qui, moi, m'a donné beaucoup de courage. C'est l'affaire des Marocains qui ont fait toute leur carrière dans la SNCF, qui, vous savez combien d'années après ? 17 ans après, qu'ils soient allés dire à la SNCF, écoutez, nous, toute notre carrière, on l'a faite en ayant des droits inférieurs aux droits des Français. Parfois, c'est nous qui avons formé des jeunes Français et au jour de la retraite, on se rend compte qu'on a des droits très en deçà. Eh bien, il a fallu 17 ans de combat. C'est un exemple à suivre. Mais voilà, donc les choses, elles ne seront pas données. Aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a pas de politique publique de lutte contre les discriminations. Ce n'est pas une réalité en France. Et qu'est-ce qui serait souhaitable en ce sens de la part des pouvoirs publics? Eh bien, il faudrait qu'on remette à l'ordre du jour une grande politique publique de lutte contre les discriminations. Alors, ça commence par des petits bouts. Moi, je vous ai amené, par exemple, un dossier qui concerne le harcèlement sexuel au travail. Le harcèlement sexuel au travail, c'est une discrimination. Eh bien, le défenseur des droits a lancé une grande campagne pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Ce qui est étonnant, c'est que nous, cette campagne, on l'a lancée il y a déjà plus d'1 an suite à une étude qu'on avait faite. Elle vient de croiser la libération de la parole des femmes ces derniers temps. Et effectivement, il se peut que dans les mois qui viennent, il y ait une véritable politique nationale qui se mette en place pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Eh bien, ce travail-là, il faudrait le faire sur tous les critères, à commencer par les plus importants, qui restent quand même aujourd'hui les critères de l'origine, les critères de la race, les critères de l'apparence vraie ou supposée à une ethnie, à une nation. Voilà, tous ces critères-là sont des critères qu'il faut véritablement prendre en compte parce que dans les quartiers
dans les quartiers tels que celui où on est aujourd'hui, ils sapent vraiment, ils sapent les fondements de l'égalité et de la citoyenneté. Vous me permettez de conclure, hein. Et nous en profitons pour encourager tous ceux qui se sentent victimes de discrimination à tout d'abord prendre conscience des risques auxquels ils font face, avoir recours aux structures déjà existantes dont nous avons parlé ce soir, et surtout à participer activement à un travail d'information et de déconstruction des préjugés liés au quartier. Et merci à tous pour vos interventions. Merci de cette intervention, c'était très pertinent et éclairant. Donc on va maintenant passer la parole au public. Si quelqu'un souhaite réagir, n'hésitez pas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Saïd Sarah, déléguée aux défenseurs des droits. Donc moi j'exerce à la Maison de la Justice et du Droit à Bron et dans le cadre d'une politique de la ville de lutte contre les discriminations, donc sur Vaux-en-Velin. J'ai deux permanences, donc comme je vous l'ai dit, la première est à Bron, la deuxième est dans une association, donc l'EPI, à Vaux-en-Velin. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme le disait l'un de nos interlocuteurs, Monsieur Cadin, que justement, pour les personnes qui se sentent victimes de discrimination, c'est très compliqué pour elles de pousser la porte d'une maison de justice, parfois. Et pourquoi ? La grande question, parce que elles se sentent victimes d'injustice. Je pense que c'est vraiment le mot vraiment approprié. Lorsqu'elles viennent dans ma permanence, la première chose qu'elles demandent, c'est d'abord une rétribution morale, avant même d'être pécuniaire ou même pour aller ensuite vers une médiation. C'est vraiment une reconnaissance morale de leur discrimination. C'est vrai que lorsqu'elles poussent la porte du défenseur des droits, je suis jeune déléguée, je me suis rendu compte qu'elles avaient un sentiment finalement, je vous dirais pas je ne les materne pas, mais finalement qu'une institution puisse les écouter. Qu'une institution soit là, puisse les écouter, qu'on puisse leur apporter des solutions en droit. Je ne vous dis pas en fait, mais vraiment en droit. Comme le disait ma collègue Marisa Lepuati, donc, et puis les autres interlocuteurs, donc nous avons 27 critères. Ces 27 critères, lorsqu'un réclamant saisit le défenseur des droits, je l'écoute. Je regarde effectivement si sa réclamation est recevable, et je me base sur ces 27 critères. Si effectivement on rentre dans un des 27 critères, effectivement, je vais traiter sa demande. En discrimination en tout cas. Ensuite, je me suis rendu compte d'une chose, et je pense que c'est comme la majorité des interlocuteurs, les personnes ont peur finalement de pousser la porte d'une institution, parce que parfois elles poussent la porte d'un commissariat. Et dans un commissariat, en règle générale, on ne prend pas la plainte de la personne, on va simplement déposer une simple main courante, et encore, parfois on ne prend même pas la main courante, puisqu'on va leur dire que ça ne sert à rien. Et c'est vrai qu'après, pousser la porte du défenseur des droits et se rendre compte que finalement, on essaye quand même de rentrer dans une médiation. On tente aussi de bousculer un peu les mises en cause. Les personnes qui discriminent, on les bouscule. Je vous dirais pas qu'on va être menaçant, mais presque quand même. On leur dit, c'est soit on arrive dans une médiation à l'amiable, soit alors on va faire remonter votre dossier directement au siège à Paris. Et si on les met au siège, attention, des observations peuvent être émises au magistrat. Souvent, ça bouscule, et souvent, on arrive finalement à des médiations très concluantes. Sur Vaux-en-Velin, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, ça va faire maintenant 3 ans qu'on a mis en place cette politique de la ville, on commence à avoir énormément de retombées. On a aujourd'hui sur Vaux-en-Velin, donc j'ai un collègue aussi sur Vaux-en-Velin qui est à la Maison de la Justice et du Droit, on est à peu près à 30% de réclamations, ce qui est énorme. On est à peu près aussi à 30% de réclamations en discrimination sur Bron. C'est pas anodin. C'est pas anodin, sachant qu'on traite tous les contentieux, entre guillemets, à l'amiable avec les services publics. D'accord ? Donc, si on se base simplement sur les discriminations, on est à 30%.
Le problème dans les discriminations, et notamment par exemple moi en tant que déléguée, c'est que les personnes ne poussent pas la porte. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher en menant des formations, en intervenant, par exemple vous nous avez invités. Ça c'est très important. Je vais revenir sur l'accès au droit au logement. Vous nous disiez que finalement c'est en train d'évoluer. L'accès au logement est en train d'évoluer, qu'il y a de moins en moins de discrimination. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisque en traitant des dossiers, finalement, des personnes qui mettent à peu près 1 an et demi à avoir un logement parce que leur enfant est en situation de handicap, quand on ne va pas orner le drapeau de la discrimination, finalement, ces personnes-là peuvent attendre bien longtemps. Quand ils saisissent le défenseur des droits, en règle générale, on arrive à trouver une solution très rapidement. Parce que leur demande de logement est entachée aussi d'une discrimination. Elle est aujourd'hui entachée d'une discrimination. Pour avoir les bailleurs sociaux, c'est un travail monstrueux. C'est très 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 compliqué de les avoir. C'est très compliqué de pouvoir traiter en direct avec eux. On peut se rendre compte parfois, et je vous le dis très sincèrement et très honnêtement, que lorsqu'on arrive à connaître certains élus, certaines personnes, au bout d'un moment, en ayant des contacts, je vous le dis pas spécialement en tant que défenseur des droits, mais parfois une personne comme vous et moi, qui est simple citoyen, en ayant des contacts, on a parfois un accès au logement beaucoup plus facile. On a un accès au logement beaucoup plus facile, et ça c'est dans des constats de dossiers du défenseur des droits. En tout cas, je parle pour ma part, je ne m'exprimerai pas au nom de mes collègues. Lorsqu'on est d'origine, lorsqu'on n'est pas d'origine supposée étrangère, on a un peu plus de mal d'avoir un logement, un accès au droit au logement très rapide. On a des délais d'attente qui sont extrêmement longs, extrêmement longs. Et je pense aussi qu'il faudrait aussi se pencher sur cet aspect-là des discriminations. Je pense qu'effectivement, il faut beaucoup plus de personnes qui osent pousser la porte du défenseur des droits. Qui osent pousser la porte du défenseur des droits aussi sur le fait de pouvoir accéder au logement, sur l'accession au logement, sur le fait de se sentir parfois aussi discriminé du fait de... c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui viennent du fait de leur origine, par ricochet de leur religion malheureusement, du fait de l'handicap aussi. Je vous dis les 3 critères qui sont assez redondants. Et comme le disait Marisa, très clairement, avoir un accès au droit, c'est un combat. Et c'est un combat qui est très fastidieux, qui peut être même très douloureux. On le dit souvent, être victime d'une discrimination, on ne vous dit pas que tout de suite on va pouvoir tout résoudre. C'est à double tranchant. C'est soit par exemple vous êtes victime d'une discrimination et vous venez, vous nous exposez les faits et on vous le dit, hein, vous nous donnez-nous votre autorisation par écrit. Parce que si finalement votre employeur décide de se braquer, clairement, ça peut être compliqué pour reprendre l'emploi, d'accord ? Mais on vous accompagne au maximum, on tente de déployer tous les moyens qui sont possibles au niveau du défenseur, et le dossier peut monter à Paris, peut monter au siège et peut apporter de très grandes solutions. Et je le dis souvent, c'est en saisissant le défenseur des droits, c'est en montant des dossiers, que demain on peut faire changer les lois aussi, qu'on peut les faire évoluer. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je maintiens ce que j'ai dit. Pour la raison suivante, c'est que d'abord aujourd'hui, si je prends simplement la métropole de Lyon, le délai d'attente est de 3 ans et 3 mois. C'est le délai moyen. Hein. Autrement dit, il y a un petit peu en dessous, puis il y a aussi un petit peu en dessus, même parfois souvent beaucoup en dessous. Lorsqu'on est dans un délai d'attente aussi long, qui est un délai anormalement long, il faut quand même appeler les choses par leur nom. J'ai besoin d'un logement, c'est tout de suite, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 mois, et c'est pas non plus dans 3 ans, encore moins dans 3 ans. Ce temps d'attente, selon ma situation, je le vis peut-être aussi d'une manière différente. Et parfois, je ressens que si j'attends, c'est parce que je suis ce que je suis. Ça s'appelle la discrimination. Mais attendez, il y a 2 choses. Il y a la discrimination délit. Le délit, je ne vous donnerai pas de logement.
parce que je ne veux pas, parce que votre origine, parce que votre machin, tout ce que vous voudrez. Ça, c'est un délit. Le délai d'attente anormalement long, ce n'est pas un délit. C'est aujourd'hui un des éléments de ce que moi j'appelle la discrimination. La discrimination, c'est lorsqu'on ne produit pas des logements en nombre suffisant et qui correspondent aux ressources et aux besoins des ménages qui sont demandeurs de logement. Je vais vous donner juste un exemple. Hier, je suis intervenu au conseil d'arrondissement du 1er pour dire qu'il y avait une sorte d'indignité à nous présenter un programme de logement dans lequel il y a 88% de logements à loyer intermédiaire, c'est-à-dire de logements qui ne sont plus du logement social, et de demander à la collectivité une garantie d'emprunt. Parce que pour moi, ça, c'est une discrimination, mais qui est liée à la fabrication de l'exclusion. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'on ne veut pas, on dit simplement, voilà, on va faire ce type de logement-là. Alors qu'on n'en a absolument pas besoin, puisque la demande, elle est ailleurs. Donc, si je dis ça, c'est parce que lorsque vous avez parlé, vous avez dit, finalement, le seul moyen, vous n'avez pas dit ça, mais on pouvait l'entendre comme ça, le seul moyen d'avancer, c'est de connaître quelqu'un, c'est d'avoir du piston. Alors, moi, je combats ça. Parce que je vois beaucoup de gens qui viennent me voir en tant qu'élu. Monsieur l'élu, vous allez faire. Eh bien, moi, je dis non. Je dis non parce qu'un élu qui vous dit « je vais résoudre votre problème », c'est un menteur, c'est pas vrai. Il va faire quoi? Il va faire une lettre pour dire « oui, il faudrait loger Madame Machin parce qu'elle est bien sympa ». C'est de la rigolade, si le logement n'existe pas. Hein? Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas que les élus fassent croire qu'ils vont régler les problèmes. Et il ne faut pas dire aux gens « les élus vont les régler ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le bailleur social, il a du logement qui est accessible ou il n'a pas de logement accessible. Si le logement n'est pas accessible, de toute façon, il n'y a rien à faire. S'il y a discrimination, si on est dans le délit, ça se combat. Ça se combat avec le pénal, avec des armes. Hein. Mais la pénurie, malheureusement, elle se combat avec d'autres armes, qui sont des armes politiques. Et de lutte contre l'exclusion, j'y reviens. Mais aujourd'hui, on a justement un critère de On va discrimination. peut-être laisser réagir. Une seconde, une autre juste personne. un mot. Justement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la précarité économique. D'accord ? Sur la précarité économique, aujourd'hui, c'est un gros souci sur l'accès au logement. C'est-à-dire qu'on va refuser des accès au logement à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Pourquoi ? Précarité économique. Et ça, finalement, on l'a parfois même acté sur papier. C'est leur précarité économique aujourd'hui qui ne leur permettent pas d'avoir un accès au logement. Et ça, c'est un critère discriminatoire. Donc je pense réellement qu'aujourd'hui, il faut pouvoir même avancer sur cette question-là. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il y a discrimination parce qu'il n'y a pas la réponse. Ce n'est pas une discrimination parce qu'on ne veut pas vous donner le logement. C'est parce qu'il n'y en a pas. Voilà. C'est pas la même bataille. C'est pas la même bataille. D'un côté, il y a du pénal, et puis de l'autre côté, il y a la société qui fonctionne mal. Il y a des politiques qui sont mauvaises. Il y a des orientations qui ne sont pas prises là où elles devraient l'être. Ce n'est pas le même combat. Enfin si, c'est le même combat. Mais pas avec les mêmes armes. Monsieur, quel est votre avis sur ce débat? Mon avis. D'accord. On me demande mon avis. Bonsoir, moi je suis Boualem Azaoum, donc habitant de ce qu'on dit les quartiers populaires. J'habite au Buer. Mais par ailleurs, je suis aussi militant, héritier de l'immigration. Je suis marocain, d'une région qu'ailleurs, en ce moment, qui a des petits soucis. Je fais du RIF. Je l'ai dit. Non, mais sur le débat, ce qui a été dit, c'est pas un débat, au fait. Parce que globalement, c'est des gens de bonne foi, des militants, des spécialistes, des professionnels. C'est plus des éclaircissements ou des éclairages. On est complètement d'accord. Il y avait un petit mot qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de politique publique. Qu'est-ce que ça veut dire une politique publique? C'est une politique étatique très forte et qui ne dépend pas des circonstances des majorités. On a beaucoup parlé de défenseurs de droits. Il dépend beaucoup de son président actuel, Jacques Toubon. Celle qui était juste avant lui, il a tout fait pour faire disparaître ce dispositif. Madame Bograb, à la HALD, il faisait plus de discrimination qu'autre chose. Avant lui, il y avait M. Schweitzer, il y avait Dominique Baudis entre-temps. Et par exemple, c'était quand même le défenseur de droit. On lui a donné tellement de prérogatives, c'était au début pour le noyer. Mais le calcul, il n'était pas bon. Parce qu'au début, c'était la HALD, c'était la CNDS, c'était le protecteur des enfants. Et on a dit, tiens, on va faire disparaître cela dans un millefeuille, dans une ratatouille, et ça va noyer. Mauvais calcul. On se retrouve avec un monsieur dans une autre vie qui était autre chose. Dans cette vie-là, il est plutôt très pertinent.
La politique publique, il n'y en a pas, dans la simple raison que le défenseur de droit, comme le président de l'Observatoire de la laïcité, M. Jean-Louis Bianco, ils passent leur temps presque à être en opposition avec leur autorité, entre guillemets, de tutelle, en tout cas financeurs, ils sont indépendants. Ça, c'est des personnes, parce que c'est de fait personnalité. Demain, Toubon, il part, bientôt, bah, ça dépendra qui c'est qui vient. Et ça dépendra des volontés politiques. Mais les discriminations, à l'origine, le mot, il n'était pas connoté comme aujourd'hui. On disait discriminer. C'était plutôt positif à l'époque. On disait discriminer, il n'avait pas la connotation aujourd'hui. Aujourd'hui, il en a, parce que nous concernant, par exemple, les habitants des quartiers populaires et ceux ici de l'immigration, héritiers de l'immigration, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre discrimination et racisme. Discrimination, c'est quelque chose qu'un traitement différencié parce que je suis étranger, qui vient d'une personne morale, association, État, mairie, etc., etc. Et le racisme, c'est plutôt de la morale. C'est l'éducation, c'est des personnes, etc., etc. Mais aujourd'hui, pour certaines populations, on ne connaît pas la frontière. D'ailleurs, tout à l'heure, moi-même, je suis surpris aujourd'hui qu'il y a 26 catégories de discrimination. La dernière fois où j'étais à une réunion, il y en avait 17. On a un très bon ami ici qui a travaillé sur ça à la région. C'était la région Rhône-Alpes qui était pionnière. Et on avait identifié 17, après 19. Maintenant, on est à 27. Et j'en suis certain que la prochaine fois, on sera à 30, 35. Ça ne veut dire pas qu'ils ne sont pas légitimes. Ils sont très légitimes. Mais en même temps, quand on a un dispositif qui noie tout, qu'on met tout dedans, sauf que, par exemple, les habitants des quartiers populaires et de l'immigration, sur les 27, ils peuvent cumuler une dizaine. Je peux être femme, handicapée, habitant quartier populaire, précaire, musulmane, etc. Donc, à un moment donné, c'est ça. J'avais pris le truc en vrac. Je parlais du millefeuille. Aujourd'hui, bien sûr, on a le défenseur des droits qui est plutôt la référence là. C'est différent d'ailleurs. Vous allez en Angleterre, l'équivalent de la halte, c'est autre chose. D'un point de vue moyen, d'un point de vue avocat, d'un point de vue indépendance. Il est indépendant, bien sûr, mais en même temps, il est tributaire de beaucoup de choses. Le procureur ne le suit pas, des politiques le contredisent, des collectivités locales, etc., etc. Donc, à un moment donné, ce millefeuille, il est quand même interrogatif. Du côté, on a créé un machin qui s'appelle la DILCRA, que son président, que cette institution, il passe plutôt son temps à stigmatiser une population qui elle-même discrimine. Il passe son temps à dire qu'il y a que des barbus, il faut faire une allégeance à la laïcité, que vous êtes suspect, qu'on accapare pratiquement tous les moyens de lutte contre les discriminations. Le monsieur, c'est un préfet, il fait de communiquer, etc. Mais sur ça, c'est en vrac. Je reviendrai juste pour dire que le combat, bien sûr, il paye. Ces dispositifs-là, ils sont d'abord venus parce qu'il y avait des luttes. Récemment, il y avait un jugement au Prud'homme de Paris qui est historique. C'est les Chibani, les discriminés de la SNCF. C'est 800 personnes qui ont condamné l'État, parce que la SNCF, c'est l'État, qu'il ne fait rien sans l'État, à la plus grande amende de toute l'histoire du Prud'homme. La SNCF, il est en train de se poser la question s'il fait appel, s'il va en cassation. Donc ces personnes-là, quand ils ont commencé, ni la CGT ne voulait d'eux, les syndicats, pour X raisons, parce qu'ils étaient racistes ou quoi que ce soit, ni la SNCF, il n'y avait pas le défenseur, ni les partis, ni quoi que ce soit. Ces personnes, c'est vrai, ils ont porté plainte qui a été classée, et à l'époque, c'était M. Schweitzer qui a émis un avis, cet avis-là qui a donné l'envie à un procureur de poursuivre, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Mais, à un moment donné, et on me dit d'aller très vite, non? Je ne sais pas. D'accord. Donc, c'est un combat quand même qui, d'abord, il faut que ces dispositifs, qu'il y ait une adhésion des personnes à qui ils s'adressent. On ne peut pas, je ne parle pas d'ici, on ne peut pas, de l'autre côté, décréter que vous êtes des victimes, vous voulez faire ça et comme ça. Les gens, ils les vivent autrement. Les contrôles aux faciès, c'était des associations qu'on n'a pas pris au sérieux. C'est des personnes qui racontaient leur quotidien, comment ils se font contrôler. D'ailleurs, un contrôle aux faciès, c'est d'abord un contrôle qui a mal tourné. Parce que, comment on sait que c'est aux faciès? Parce qu'il y a contestation, parce qu'on voit. Mais les contrôles, c'est pratiquement une routine. C'est-à-dire le policier qui le tutoie, qui le voit, qui habite parfois même pas très loin, mais qui le contrôle quand même 5 fois, 10 fois, parce qu'il est noir, parce qu'il est jeune, parce qu'il est dans certains quartiers. Et ça, on le voit un peu partout. Pour résumer, c'est vrai que moi, je reviens quand même à je suis toujours impressionné. 27 catégories de discrimination. Et on en rajoute. Et on doit rajouter. Et on doit le faire. Mais les faire quand même, et les faire traiter que par une institution qui n'a pas beaucoup de moyens, quoi qu'on dise, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, parce que le procureur ne le suit pas. Et ça, on en a parlé.
mon ami André, c'est pas d'hier qu'il a commencé, tout ça. C'est le procureur qui est quand même, qui peut saisir. D'ailleurs, quand il voit une infraction, il a le droit de saisir, il a le droit de saisir, même dans le devoir. Bah, vous allez dans les parquets, ils ne saisissent rien du tout. Ils disent rien du tout, c'est très très faible. Et quand ça va en justice, c'est le parcours des combattants. Voilà, donc à un moment donné, le combat, bien sûr, qu'il y ait, mais il n'avancera pas. Il avance parce qu'il y a des associations, parce que aussi les individus se prennent en charge elles-mêmes. Pour finir, moi je suis dans un quartier qui s'appelle, ça parlait de logement. La politique de la ville, c'est une politique parallèle qui est bienvenue, bien sûr, qui a fait beaucoup de choses. Mais au début, c'est une politique discriminatoire, mais dans le bon sens du terme. C'est une discrimination, l'autre ils l'appelleront l'affirmation action, l'autre il parle de discrimination positive, mais c'est une discrimination corrective. Il y a une population avec un parcours particulier, une géographie particulière, des itinéraires particuliers, mais ils ont besoin de moyens particuliers pour ne serait-ce que rattraper le droit commun. Ce qui n'est pas aujourd'hui, et on est très très loin de ça. Et merci. Marisa, je vous laisse réagir à cette opinion. Je partage d'autant plus qu'il me semble que ces points-là, je les ai développés aussi précédemment. Patrick Canin, si vous souhaitez... Non, je partage, effectivement. Je pense qu'il y a aujourd'hui des institutions parmi lesquelles le défenseur des droits qui font un travail incontestable et absolument utile. Il y a des associations qui doivent... s'engager en permanence sur cette question. Il faut que les syndicats se mobilisent aussi. Et puis les citoyens, c'est-à-dire que cette question doit redevenir une question, pas seulement une question technique. On a, je crois, peut-être fait l'erreur pendant un certain nombre d'années de rendre le droit de la non-discrimination très technique. Effectivement, on le rend très technique, par exemple, aussi en multipliant les critères. Le défenseur des droits n'est pas d'accord avec cette multiplication effrénée de critères. 10 grands thèmes, comme le fait l'Europe, sur les droits fondamentaux, ça suffirait. Mais on est peut-être tombé dans le piège de techniciser à l'extrême le droit de la non-discrimination et on en a perdu le sens politique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner un sens politique au droit de la non-discrimination, mais politique au sens noble du terme, à savoir que lutter contre les discriminations, c'est vraiment principalement, et vous l'avez dit dès le départ, je ne l'ai pas repris parce qu'on avait écrit à peu près la même chose, c'est vraiment défendre un droit fondamental qui est le droit à l'égalité. C'est quand même, c'est le socle de notre République, c'est le socle d'un pays démocratique. Donc il faut aujourd'hui que les personnes arrêtent d'être dans la défaite. Vous disiez, est-ce que les discriminations c'est une fatalité? Non, c'est une fatalité si on est dans la défaite. Mais si on décide de ne plus accepter les discriminations, si on accepte de témoigner pour des personnes dont on observe qu'elles vivent des discriminations, si on s'approprie ce droit et qu'on le défend, ce ne sera plus une défaite. On repasse la parole au public. On a une troisième question ce soir. Bonsoir Samir, une question, un avis, peut-être une réaction. D'abord sur la question que vous posez. La discrimination dans les quartiers, une fatalité. J'ai juste envie de dire c'est une réalité. Il faut arrêter de se poser la question. 83, première marche pour l'égalité des droits. 35 ans après, on se repose la question. Pardon. 35 ans après, on se repose la question, on se pose toujours la question. Je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit juste avant. Et d'ailleurs, j'ai noté parce que la phrase m'a surpris, presque même choqué. Il n'y a pas discrimination parce qu'on ne peut pas donner la réponse. Je veux dire, il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se mentir. Non, mais quand on dit qu'il y a une exclusion sociale, et ainsi de suite, mais on ne veut pas donner d'appartement, soyons clairs, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'appartement. Je veux dire, même quand des appartements sont construits, vous êtes loin d'avoir un appartement, même quand vous attendez depuis 5, 10 ans, ou même plus parfois, ou que vous cohabitez. Je veux dire, la discrimination, c'est une réalité, c'est pas un mensonge, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une impression, c'est pas un ressenti, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et d'ailleurs, quand on prend nos quartiers, ils ont été constitués dans la discrimination. C'est-à-dire qu'on a mis, moi j'habite à Vanvrin, donc je peux vous dire, on a mis tous les mêmes
dans un quartier et tous les autres dans un autre quartier. Et je vais dire, c'est même encore pire que ça, c'est que pour être sûr que ça marchera bien, on a fait arrêter le métro au bord des banlieues. Je pense métro à Villeurbanne, métro à Vénissieux, et ainsi de suite. Donc il faut arrêter de se dire que c'est une discrimination, je dirais, par défaut, parce qu'on ne peut pas répondre. Et la discrimination, Brahim disait tout à l'heure le nombre de critères. Mais quand on prend l'école a été la première à discriminer. Vous étiez ouvrier, et il fallait faire un CAP, un BEP. Et d'ailleurs, dans vos fiches d'orientation, on demandait la profession du père, la profession de la mère. Et c'est pas un hasard. C'est bien que ça a été construit comme ça. Et je veux dire, c'est que tout récent, où les jeunes des quartiers peuvent aller à la fac. Je veux dire, nous, dans notre génération, on ne savait même pas que ça existait à la limite. On croyait que l'école s'arrêtait en 5e. Voilà, et on pensait que le parcours pouvait se faire comme ça. Et puis on nous vendait, oui, mais ne vous inquiétez pas, une seconde spéciale, vous allez pouvoir revenir sur le site principal, et ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui sont les principaux critères. Je disais, l'école, le droit à pouvoir accéder à l'éducation comme tout le monde et pouvoir s'en sortir par un métier. Alors après, du coup, il y a la question d'emploi, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus. Sur votre CV, il y a deux choses qui jouent, hein. Votre adresse et votre nom. Avant même de regarder plus loin. Et ça, c'est encore une réalité. Sur la question du logement, c'est pareil. C'est pareil. Quand on regarde les gens qui peuvent avoir... Et franchement, j'ai regardé de près. Brahim, tout à l'heure, disait, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. J'ai regardé de près depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, on avait dit, bah, tiens, pourquoi pas mettre les demandes de logement anonymes. C'était l'époque où on avait commencé à lancer l'idée du CV anonyme, de façon à ce qu'on ait que les critères de ressources, les critères familiaux, et pas savoir qu'il y a personne. Du coup, si on attribue un logement, on attribue d'abord sur des questions de ressources. Vous avez parlé des niveaux payés, hein, PAI, PAIS, et ainsi de suite. Et ensuite, sur ressources familiales, si vous avez 3 enfants, vous ne pouvez pas prendre un T1, ainsi de suite. Sur les critères familiaux. Sauf que ça, on n'en veut pas, parce qu'on nous dit qu'on veut favoriser la mixité, mais surtout, on veut éviter que des gens qui viendraient d'un quartier. Je vais être brut. Regardez à Vaud, je prends Vaud parce que je connais bien. Quand vous faites une demande de logement, vous avez quasiment 0 chance de finir à Villeurbanne ou à Lyon. Si, à Vaud, peut-être que vous allez avoir de la chance, encore dans les constructions. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir. Alors, on nous dit, oui, mais les gens aiment bien rester dans leur quartier. C'est comme, je me souviens d'un ministre de la ville, Éric Raoult, pour ne pas le citer, oui, mais les gens aiment bien vivre entre eux. Ça veut dire quoi, ça? C'est n'importe quoi. Donc, en fait, on a bien une fabrication d'une réalité qui arrange le plus. Et puis, de toute façon, c'est pas vieux, hein. Quand on a vu les premières vagues de l'immigration, quand on a fait les bidonvilles, les quartiers, ainsi de suite, ça a été construit comme ça. Je ne vais pas trop m'étendre, mais en un mot, ce que je voudrais dire, c'est que Brahim l'a dit, il y a des institutions, il y a des campagnes, il y a ceci, il y a cela. Sauf que moi, je m'amuse toujours à compter les condamnations. Et condamnations, il n'y en a pas beaucoup. Parce que si vraiment c'est interdit par la loi, pourquoi on ne poursuit pas et pourquoi on ne condamne pas? D'où la question de Brahim qui pose la question du procureur. Je vais prendre un exemple. Dans les années 70, le début du trafic de drogue, la French Connection, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les mafieux qui étaient dans les casinos, dans la prostitution, dans ces choses-là, en fait, ont été vers la drogue parce qu'en fait, tu risquais moins de prendre quand tu faisais de la drogue. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a, du coup, augmenté ces peines-là, ces paliers-là, de façon à ce que ce soit plus risqué. C'est-à-dire qu'on a condamné plus parce que c'était inadmissible, parce que c'était pas possible. Sauf que les lois sur la condamnation en cas de discrimination et emploi, moi je peux vous dire, hein, que ce soit les testings, que ce soit... Il n'y a que dalle. Je veux dire, moi j'ai jamais vu un patron menotté parce qu'il y avait... comment ça s'appelle? Il y avait discriminé quelqu'un. D'ailleurs, on ne sait pas. Et quand on prend des études où il y a 3 DRH sur 4 qui vous disent qu'ils pratiquent la discrimination, rien que là, cela, on devrait les mettre en prison. Rien que cela. Donc, c'est pas une fatalité, c'est une réalité. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer cette question-là? Sauf que je pense que aussi ça rentre dans les mœurs et puis on laisse faire. Et puis, je ne vais pas dire on laisse faire parce que on n'est pas assez combatif et en fait, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas parce que finalement, comme l'a dit il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps, ça amène un certain équilibre. Voilà. Alors quand vous entendez ça, effectivement, vous pouvez bondir. Merci. On va devoir conclure. Est-ce que vous pourrez avoir une dernière réaction d'un de nos intervenants? Je ne sais pas qui souhaite réagir. Je vous en prie. Oui, juste... pardon.
Juste par rapport à ce que vous venez de dire sur la manière dont nous regardons, nous, les uns et les autres, la discrimination. Dans mon propos tout à l'heure, ce que j'ai voulu dire, c'est que pour moi, la discrimination, je la prends au sens du droit, c'est-à-dire c'est un délit. Discriminer est un délit. Alors, la discrimination telle que vous l'évoquez, c'est la discrimination qui est liée finalement à un système organisé, voulu ou pas, on peut en discuter, mais effectivement, c'est la conséquence d'un système qui bloque des gens, qui empêche d'accéder à des droits fondamentaux, comme le droit au logement. On a eu une période où le délit était constitué, et j'allais dire même était constitué par l'État ou par les services de l'État. Je voudrais simplement vous rappeler, pour celles et ceux qui n'étaient pas nés, qu'en 1974, il y avait des arrêtés préfectoraux qui interdisaient l'installation de nouvelles familles étrangères primo-arrivantes dans un certain nombre de périmètres scolaires. C'était écrit, ça. 70, 74. Aujourd'hui, ça serait impossible. Tout le monde dirait, ça ne va pas à la tête. Il y avait une pratique qui était acceptée par tout le monde du seuil de tolérance, le 15 dont 5. Les années 70 et 80, 15% d'étrangers, dont 5% de maghrébins. À l'époque, en 79, j'ai participé à une étude où j'ai dessiné un graphique pour montrer comment à Saint-Priest, on avait dans le parc HLM 15, dont 5, et puis à côté les copropriétés, qu'on appelle aujourd'hui dégradées, où c'était l'inverse. Donc effectivement, ça a été fabriqué. Cette discrimination existe aussi. Aujourd'hui, c'est fini. Cette discrimination-là, aussi apparente, aussi forte, elle n'existe plus d'une manière générale. Elle existe ailleurs. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui même, dans notre département, pour les personnes les plus vulnérables, celles qui sont dehors, celles qui sont dans la rue, la loi dit que l'accueil doit être inconditionnel et qu'une fois qu'on est rentré dans un lieu d'accueil, on doit y rester pour en ressortir par le haut. Or, notre préfecture a un PowerPoint où il est écrit « Nous organisons la discontinuité de l'hébergement au motif qu'il faut qu'il y en ait plusieurs qui en profitent. Autrement dit, je te prends 3 jours, je te jette, et puis il y a quelqu'un qui te remplace. » Donc vous voyez, c'est deux nouvelles formes de discrimination. Celles-là sont condamnables puisqu'elles vont à l'encontre des textes. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, attention. Je dis que la discrimination pénale, celle qu'on peut combattre, j'allais dire frontalement, elle n'est pas suffisante pour qu'on puisse y aller tous les jours. Par contre, les difficultés d'accès qui font qu'on a le sentiment, quand on est obligé d'attendre 3 ans et 3 mois, c'est la moyenne de l'attente aujourd'hui pour accéder à un logement social, qu'on ait le sentiment d'être maltraité, je pense que c'est une réalité, et vous avez raison, vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que la discrimination n'existe pas, je dis qu'il y a 2 sortes de choses, et c'est pour ça que j'insiste sur l'exclusion, parce que je pense que c'est un combat global, l'exclusion est un combat de toute la société, qui est aussi le combat de la lutte contre les discriminations. Je ne veux pas séparer les deux. Merci. Une dernière réaction ? Oui, je voudrais dire quelques mots, c'est-à-dire que donc on a les textes qu'il faut, quitte à les améliorer éventuellement en matière de lutte contre les discriminations. Le problème, mais ça c'est de manière générale en droit, c'est l'effectivité de la règle de droit. On peut avoir toutes les règles les plus abstraites possibles, les plus techniques, tout ce que l'on veut, c'est l'application concrète. Et là, je dois dire que il y a aussi l'État qui est responsable. S'il y a tant de discrimination, est-ce que, on parlait tout à l'heure des politiques publiques, est-ce qu'il fait le nécessaire pour lutter contre les discriminations ? D'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure également, quand il y a des contrôles aux faciès et que l'État ne réagit pas, sauf à faire appel, pourvoi en cassation, etc., quand il y a des condamnations pour faute lourde de l'État, il y a quand même un problème au plus haut niveau du gouvernement de la France. Vous voyez, donc je crois que ce qu'il faut absolument, c'est que les victimes des discriminations agissent. Ne renoncent pas d'avance en disant qu'il n'y aura aucune possibilité d'obtenir gain de cause. Il y a des associations, il y a les délégués des défenseurs des droits, il y a le procureur. S'il n'agit pas, la victime peut toujours aller voir un avocat qui peut citer directement l'auteur de la discrimination devant le tribunal correctionnel. Voilà, il ne faut pas renoncer. Mais c'est vrai que l'État a une grande part de responsabilité dans tout cela. Et ça, il faut le souligner. Il manque mais même aujourd'hui, il y a des discours, mais il faut aller au-delà. Et concrètement, les politiques publiques en ce domaine sont vraiment d'une faiblesse remarquable. Un combat à poursuivre, donc. C'est un combat à poursuivre, bien sûr.
Merci Patrick Canin. Très rapidement, je voudrais dire et rappeler combien l'effet néfaste des discriminations a des effets sur les personnes, mais aussi sur la cohésion sociale en général. Rappeler qu'il y a aujourd'hui des citoyens dont toute la vie est entravée par des discriminations multiples dans toutes les sphères de leur vie, dans l'emploi, dans l'accès à la formation, dans le logement, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès aux biens et services privés et publics. Il faut véritablement qu'il y ait une mobilisation générale, une mobilisation collective, que chacun de nous prenne conscience et que chacun à sa place réfléchisse à comment agir pour faire avancer cette question. Chose que vous faites vous ce soir d'ailleurs en organisant cette belle Oui, c'est notre manifestation. responsabilité en tant que média. Et moi je voulais vous dire vraiment, je suis très très contente de voir ici plein de jeunes qui se mobilisent sur cette question. Et je le répète, la lutte contre les discriminations, c'est un beau sport de combat. Merci beaucoup. Merci à tous et on se retrouve du coup très bientôt pour une 3e du jeudi 16-10.